Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une leçon de langue. C'est une leçon de soutien qui s'adresse bien sûr aux élèves du tronc commun dans le cadre du 4e module, celui du bourgeois gentilhomme de Molière. Donc, je rappelle que c'est une séquence de soutien. C'est une activité de soutien en langue. L'objectif, c'est de s'approprier le lexique théâtral. Donc, c'est une leçon qui est très importante dans le cadre, c'est une leçon de soutien, de rappel très importante dans le cadre où elle va vous permettre de vous rappeler tout ce langage et tout ce lexique que vous avez accumulé concernant la pièce et le théâtre et le genre théâtral. Donc, sans tarder, je passe au texte sur lequel nous allons travailler. Alors, c'est un extrait de la deuxième scène de l'acte 2 du bourgeois gentilhomme de Molière. Vous avez deux personnages, maître d'armes et Monsieur Jourdain. Je dis, maître d'armes, après avoir mis le fleuret à la main. Alors, monsieur, la révérence, votre corps droit, un peu penché sur la cuisse gauche, les jambes pointant écartées, vos pieds sur une même ligne, votre poignet à l'opposite de votre hanche, la pointe de votre épée vis-à-vis de votre épaule, le bras sur le bras pas tout à fait si étendu, la main gauche à la hauteur de l'œil, l'épaule gauche plus écartée, la tête droite, le regard assuré, avancez, le corps ferme, touchez-moi l'épée de 4 et achevez de même. 1, 2, remettez-vous, redoublez de pieds fermes, un saut en arrière, quand vous portez la botte, monsieur, il faut que l'épée parte la première et que le corps soit bien effacé. 1, 2, allons, touchez-moi l'épée de tierce et achevez de même. Avancez, le corps ferme, avancez, partez de là. 1, 2, remettez-vous, redoublez, un saut en arrière, en garde, monsieur, en garde. Le maître d'armes lui pousse 2 ou 3 bottes en lui disant, en garde. Monsieur Jourdain, voilà. J'ai terminé la lecture de première. On passe directement à quelques questions concernant le texte. Vous avez bien sûr remarqué que c'est un extrait d'une pièce théâtrale. Comment on peut le reconnaître? C'est à travers ces éléments formels. D'abord les éléments formels. Vous avez un texte qui est écrit en prose. Vous avez les noms de personnages. Et vous avez cette présentation formelle qui nous rappelle la forme théâtrale, la forme du texte théâtral. Et pour le fond, nous avons des personnages qui parlent et qui agissent. Et vous avez encore actes, scènes, ce sont des éléments qu'on trouve uniquement dans le genre théâtral. Donc, vous avez la nature de cette œuvre, c'est une pièce de théâtre. Et comment on peut la reconnaître? C'est à travers les actes et les scènes. Et ensuite, si vous voulez dire qu'est-ce qu'un acte, c'est chaque subdivision de la pièce théâtrale. Dans le théâtre classique, comme c'est le cas du bourgeois gentilhomme, une pièce de théâtre se compose de 5 actes. La scène, qu'est-ce que c'est qu'une scène? C'est un mot polysémique. La scène, c'est le lieu du jeu. La scène également, c'est chacune des subdivisions d'un acte. Donc la scène correspond à l'entrée et à la sortie d'un nouveau personnage sur scène. Alors, on vient d'étudier l'acte 1er, ce corpus est tiré de l'acte 2. Comment appelle-t-on les moments de repos entre les actes? Vous avez vu dans la pièce de Molière, de Jean-Baptiste Poquelin, vous avez des actes, 5 actes, mais entre les actes, il y a des moments de repos, ce qu'on appelle les entr'actes. Le moment de détente se trouvant entre les actes, et il a une fonction, c'est pour permettre, bien sûr, au metteur en scène de changer le décor. Alors, pour ce qui est les personnages qui parlent dans le texte. Personnages, on a Monsieur Jourdain et nous avons le maître d'armes. Alors, on les appelle des personnages. Ils ne sont pas réels, ce sont des personnages fictifs car ils sont seulement le fruit de l'imagination de Molière. Alors, est-ce qu'ils sont réels? Bien évidemment, non. Un personnage comme pour tout récit, on trouve ça également dans les romans, etc. Les personnages d'une pièce de théâtre sont des êtres fictifs, ce sont des rôles, ils ont des rôles destinés à être joués par des acteurs. Alors, l'étymologie, c'est-à-dire les racines, bien l'origine du mot personnage, c'est le mot persona, qui est bien sûr très significatif, qui désigne le masque de théâtre. Que nous apprend la première phrase en italique? Alors, je reviens un petit peu en arrière pour voir cette phrase en italique. Vous avez maître d'armes après lui avoir mis le fleuret à la main. Cette phrase-là, et également cette phrase, lui pousse 2 ou 3 bottes en lui disant en garde. Ces phrases-là, ce ne sont pas les paroles du maître d'armes, ce ne sont pas des paroles, des répliques prononcées par des personnages, mais ce sont bien évidemment ce qu'on appelle les didascalies.
Donc les didascalies, vous l'avez bien sûr reconnu, une didascalie, c'est une indication scénique qui pourrait bien sûr nous renseigner sur les personnages, et sur le décor, sur les gestes également. Et bien sûr, vous avez cette définition, la didascalie donne des précisions sur la mise en scène, le lieu, l'époque, les noms des personnages, le décor, au début de la pièce, d'un acte ou d'une scène. Et le jeu des acteurs, bien sûr, au début ou dans le reste du texte. Comment appelle-t-on les propos d'un personnage? On les appelle des répliques. Donc, chaque intervention d'un personnage, ça s'appelle une réplique. Ça correspond à la partie du discours qu'un acteur doit prononcer sur une scène, et quand vient son tour, dans un texte théâtral, elle est introduite par une didascalie indiquant le nom du personnage. Combien avons-nous de personnages dans la réplique de cet extrait? Nous avons 2 personnages, donc nous avons 2 répliques. La première, elle est très longue, et la deuxième, c'est juste un mot c'est juste une onomatopée ou une interjection, d'accord, qui exprime l'état d'âme de Monsieur Jourdain, qui est désemparé. Donc le dialogue, c'est l'enchaînement des répliques dans un texte théâtral qui constitue un dialogue. En général, un dialogue est l'ensemble des paroles qui échangent des personnages dans une pièce de théâtre. Alors, si l'on compare la longueur de la réplique du maître d'armes et celle de M. Jourdain qui contient un mot, d'accord, on voit qu'il y a une grande différence. La réplique du maître d'armes, elle est plus longue, c'est ce qu'on appelle une tirade. C'est une longue réplique qui sert à informer, à convaincre ou à émouvoir. Et ensuite, si on observe cette scène, c'est la scène 7 qui est extraite de l'Avare de Molière, scène 7, acte 4. Vous avez un seul personnage qui s'appelle Harpagon, pardon. Alors Harpagon, il crie au voleur des jardins et vient son chapeau. Au voleur, ah l'assassin, au meurtrier, justice, justicier. On voit que Harpagon, il est en train de parler tout seul sur scène. Voilà, c'est la suite de sa réplique. Il n'y a personne avec qui il parle. Il parle à lui-même. Donc dans ce cas, quand vous trouvez un personnage qui parle à lui-même, on parle là d'un monologue. Le monologue, c'est un discours qui permet au personnage de s'adresser à lui-même et au public. Il permet de faire le point sur une situation, de dévoiler les pensées cachées d'un personnage, ses intentions, ses sentiments, surtout dans les moments de détresse, les moments de crise ou les moments de dilemme également. Donc, prenons encore ces 2 exemples. Monsieur Jourdain et Corviel de l'acte 5, scène 6e. Je la donne truchement et ma femme à qui la voudra. Monsieur, je vous remercie. À part, si l'on peut voir un plus fou, je l'irai dire à Rome. Alors là, regardez, dans cette réplique, vous avez entre parenthèses une didascalie à part. Je vous remercie, à part. Donc Corviel dit, monsieur, je vous remercie, à part. Sinon, donc là, cette phrase, bien, cette réplique, ce morceau, ce fragment, il est prononcé, mais il s'adresse à part, c'est-à-dire, il s'adresse uniquement au public. C'est-à-dire sans que le maître Jourdain, ou bien Monsieur Jourdain, s'aperçoive de quoi? Des mots de Corviel. Alors, que veut dire le mot en italique? C'est ce qu'on appelle, Corviel parle sans que Monsieur Jourdain puisse l'entendre, donc c'est ce qu'on appelle l'aparté. Alors, l'aparté, c'est une réplique, ou une partie d'une réplique, qu'un personnage dit à part, soit, comme c'est le cas de la réplique de Corviel, ou à voix basse, à l'un des personnages, mais que seul le public est censé entendre. Alors, comment appelle-t-on les événements qui perturbent la situation stable? Rappelons que l'intrigue théâtrale se compose de 3 moments principaux, la scène d'exposition, le nœud et les dénouements. Donc là, quand il y a un moment de crise, il y a un événement qui vient perturber la situation stable, on parle de nœud. Le nœud, ça correspond au développement du conflit mis en place dans l'exposition, au surgissement d'obstacles qui contrecarrent la volonté des personnages. C'est un moment de crise qui met fin au calme de la scène d'exposition. Ça nous rappelle un petit peu la perturbation dans le schéma narratif. Alors, comment appelle-t-on l'événement imprévu qui marque un retournement des situations au théâtre? C'est ce qu'on appelle le coup de théâtre. C'est un événement imprévu et brusque qui marque un retournement de situation. Les personnages sont censés ne pas savoir de quel événement il s'agit, mais ils doivent le subir car ils changent tout le déroulement de la pièce. Quelle est l'appellation de la situation finale dans une pièce de théâtre? C'est le dénouement. Ça correspond un petit peu à ce qu'on appelle la situation finale dans le schéma narratif des romans.
Alors, l'appellation de la situation finale dans une pièce, on a dit c'est le dénouement, ça apporte une résolution, soit heureuse, soit malheureuse, soit les deux parfois, ça dépend du genre, etc. Donc, il porte une résolution au conflit et règle le sort des personnages en offrant une sorte. Bien sûr, ce document, vous l'aurez et vous le reverrez et vous le repassez en visite afin que vous puissiez avoir davantage d'informations. Alors, je passe très vite à la récapitulation. Donc, nous avons vu différents termes. Rappelez-vous que le langage théâtral s'appuie sur le verbal et le non-verbal. Le verbal, c'est tout ce qui est dit. Et là, vous devez apprendre tout le langage et le lexique qui se rapporte au lexique, la communication verbale, c'est-à-dire les dialogues, répliques, stichomity, aparté, etc. Et puis également, pour ce qui est non-verbal, c'est tout ce qui a rapport avec le décor, les gestes, costumes, accessoires, etc. Alors, en guise de réemploi de ce que nous avons vu maintenant, alors, remplissez le vide par le mot de la liste qui correspond à la définition. Vous avez plusieurs mots, plusieurs termes, éponyme, acte, antagoniste, aparté, comédie, comédien, décor, dénouement, dialogue, didascalie, distribution, dramaturge, exposition, fatalité, intrigue, monologue, nœud, péripétie, public, quiproquo, réplique, scène, tirade et tragédie. Alors là, vous avez en guise d'appropriation, vous pouvez revenir ensuite, par la suite, sur ces termes, lesquels termes vous devez utiliser pour remplir les lacunes ou bien cet exercice lacunaire. Donc, par exemple, si vous avez auteur de pièces théâtrales, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir dramaturge. C'est un dramaturge. La partie d'une pièce de théâtre composée d'une série de scènes. Partie d'une pièce composée de scènes. C'est un acte, d'accord? Il s'agit de l'acte. Chacune des subdivisions d'un acte entre l'entrée et la sortie d'un personnage, chacune des subdivisions d'un acte, donc c'est la scène. Donc, bien évidemment, vous avez d'autres éléments à remplir. Vous avez bien sûr le choix de travailler sur, bien sûr, par exemple, scène où un personnage est seul sur scène, il parle à lui-même, etc. Il s'agit là d'un monologue. Échange entre deux personnages d'une pièce, c'est le dialogue. Réponse dite par un personnage au cours d'un dialogue, c'est la réplique. Une longue réplique, c'est la tirade. Et une indication scénique qui est donnée par l'auteur qui peut concerner les entrées et les sorties, c'est la didascalie. La première ou les premières scènes d'une pièce de théâtre, c'est la scène d'exposition. Donc là, je vous remercie encore une fois pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à aller encore davantage sur vos méthodes, sur vos manuels, afin d'apprendre davantage d'informations. Passez la vidéo en revue. Je vous remercie et à bientôt.